1979. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans quand j'ai rencontré Gilles pour la première fois. À ce que je me souvienne, j'étais dans la cuisine de la maison familiale et Gilles était là avec moi pour m'aider à remonter sur mon nez les nouvelles lunettes que je venais tout juste d'avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est pas tellement chic. Gilles et moi, on s'est côtoyés comme ça de nombreuses années, sans trop se poser de questions, en acceptant la présence de l'autre et sans savoir trop qu'est-ce qu'on allait s'amener à l'un et à l'autre au fil des années. En fait, c'est à 18 ans que Gilles et moi, on s'est présentés officiellement par l'entremise du bon docteur Dion. Des Gilles, il y en a plein. Vous en connaissez, il y en a même ici peut-être dans la salle ce matin. Mais j'ai appris que mon Gilles à moi s'appelait Gilles de la Tourette. Je suis un adulte avec le syndrome de Gilles de la Tourette, ce qui veut dire que j'ai un handicap visible depuis ma tendre enfance. J'ai des tics moteurs, vous le voyez probablement, la tête, les épaules, les bras, les jambes, les orteils. J'ai aussi un tic vocal. Je tousse. Je tousse à longueur de journée, je tousse à longueur d'année. Et laissez-moi vous dire qu'en temps de COVID, tousser, c'était pas l'idéal à l'épicerie. J'ai aussi des manies, des routines, des obsessions, des compulsions, bref, un beau package. En plus, au primaire, j'avais des lunettes avec des vitres épaisses parce que j'étais un fort myope. J'avais les dents croches, donc j'avais des broches. J'avais un nom de famille, comme tout le monde, mais le nom de famille de mon père, c'est Fife. Fife, c'est noble, c'est écossais. Fife, on écrit ça F-Y-F-E. Au Québec, Fife, ça se lit Fif. On t'avait pas osé le dire, hein? Alors, ça, on récapitule. Je suis au primaire. J'ai des tics, des broches, des bonnes notes, des lunettes. J'ai un nom de famille qui porte à me faire niaiser et à l'occasion, j'ai même un joli nœud papillon. Donc, une belle combinaison pour se faire intimider. Et savez-vous quoi? Rien. Un beau parcours scolaire, des amis, des réussites. Vous allez peut-être vous demander pourquoi. Je me suis posé exactement la même question. Moi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents, des adultes, des enseignants, des enseignantes qui ont vu en moi un jeune qui avait des forces. Ces adultes-là, pas besoin de plan d'intervention pour comprendre qui j'étais, pas besoin d'évaluation psychologique, juste être dans leur regard un enfant unique. Mais je vous rassure, malgré les tics nerveux et ce look d'enfer, j'étais tout à fait fonctionnel et l'humour m'a toujours aidé à faire face à la situation. Un peu plus tard, à l'adolescence, il y a eu les cadets de l'armée. Si jamais vous ne me replacez pas, je suis à gauche sur la photo. Donc, on peut passer de ça à ça. Il y a de l'espoir. Donc, un tourette qui n'est pas capable de rester en place 2 secondes à cause de ses tics nerveux, je rentrais dans un mouvement où on allait me demander de rester au garde-à-vous des longues minutes de temps sans bouger. Quand on pense aux cadets de l'armée, on peut penser à la guerre, à la rigidité, aux ordres, à l'obéissance. Mais pour moi, le mouvement des cadets de l'armée, ça a été un mouvement jeunesse où il était question de respect, d'ouverture à la différence, d'inclusion, de collaboration et de franche camaraderie. Je pourrais même dire que grâce au mouvement des cadets, ça fait de mon adolescence une période extrêmement heureuse. Mais en plus, c'est grâce aux cadets que j'ai eu la piqûre pour l'enseignement et l'éducation, parce que dans les cadets, on doit, très jeune, apprendre à enseigner à d'autres jeunes. 2001, je vis 2 grandes transitions. Je vais devenir père de famille pour la première fois et je vais devenir un enseignant de mathématiques au secondaire. Comme père de famille, je suis tout à fait au courant que je peux transmettre les gènes du syndrome de Tourette. En fait, si j'ai un garçon, il y a 1 chance sur 2, 50 des chances qu'il ait le Tourette. Si j'ai une fille, 4 des chances. Devinez quoi? Bingo, 3 garçons. Mais 3 magnifiques garçons. Ces 3 garçons, il y en a 2 qui ont le syndrome de Tourette comme moi,
et un qui a le syndrome d'Asperger. Ce qui fait en sorte que je suis devenu tout naturellement une personne sensible aux jeunes qui peuvent éprouver certaines difficultés et qui auront des défis à relever dans la vie. Comme enseignant, j'ai côtoyé des centaines d'élèves. De ces élèves, de nombreux avaient aussi des défis à relever, des anxieux, des nerveux, des dyslexiques, des dyscalculiques. Et au début des années 2000, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile d'obtenir de l'aide structurée et rapidement lorsqu'on avait un diagnostic. Mais pourquoi, la question que je me posais, pourquoi les élèves qui ont les mêmes besoins mais qui n'ont pas la chance d'avoir un diagnostic, oui, la chance d'avoir un diagnostic, n'avaient pas aussi droit à cette aide aussi rapide et aussi structurée? C'est le genre de questions qu'habituellement les éducateurs se posent tout au long de leur carrière. Eh bien, il y a une dizaine d'années, j'ai été mis en contact avec une nouvelle posture pédagogique qui allait amener des réponses à plusieurs de mes questions, plusieurs de mes frustrations. J'ai 2 collègues qui sont allés assister à une conférence de chercheurs québécois sur la conception universelle de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous connaissez la conception universelle de l'apprentissage, la CUA, mais assurément, vous connaissez probablement sans le savoir la conception universelle, point, ou qu'on peut appeler aussi le design pour tous. Vous croisez cette conception-là à tous les jours, dans la rue, dans le transport public, dans les édifices. La conception universelle, ou le design pour tous, c'est une façon de penser les environnements, les produits et les systèmes pour donner accès au plus grand nombre de personnes, peu importe leur taille, leur âge et leur capacité. En fait, le design pour tous, ou la conception universelle, vise à identifier les barrières inutiles pour les faire tomber et créer des environnements inclusifs et accessibles. Le meilleur exemple, la rampe d'accès. Tout le monde a vu les rampes d'accès à l'entrée des édifices, souvent les édifices publics. À l'origine, ça a été créé pour accueillir les personnes à mobilité réduite, souvent en chaise roulante. Mais on s'est rapidement rendu compte que la rampe d'accès allait servir tout autant aux parents avec des poussettes, aux livreurs, aux cyclistes, aux enfants qui courent ou tout simplement pour ceux qui préfèrent prendre la rampe plutôt que l'escalier. Alors, ce principe de conception universelle, on peut le transposer à l'éducation. Et c'est là qu'il est question de conception universelle de l'apprentissage. La conception universelle de l'apprentissage, donc imaginez-vous, si on était en mesure d'imaginer les barrières qui sont inutiles dans le quotidien des élèves, afin de donner accès à l'apprentissage au plus grand nombre d'élèves, et ce, peu importe leur style d'apprentissage, leur diversité et leur capacité. Oh! Une petite chose trop vite. Donc, il faut voir la conception universelle de l'apprentissage, si je prends l'image de tantôt, comme une rampe d'accès universelle pour les élèves, une rampe d'accès vers les apprentissages. Le Conseil supérieur de l'éducation au Québec citait en 2017 que porter un regard sur la diversité des élèves dans leur ensemble plutôt que sur les particularités de chaque type d'élève est un premier pas vers une éducation inclusive pour tous. Moi, ce qui m'a frappé quand je me suis intéressé à la CUA, c'est que ça allait servir aux élèves qui ont un handicap visible et diagnostiqué, mais que ça allait autant servir aux élèves qui ont des besoins et qui ont probablement un handicap invisible. Et qu'est-ce qu'on entend par handicap invisible? Est-ce que l'on sait vraiment qui sont les élèves les plus handicapés dans nos écoles? Est-ce que c'est Maxime, qui est dyslexique, qui a été évalué comme tel, qui a un diagnostic, qu'on a établi une liste de besoins et on a réussi à lui fournir rapidement et de façon structurée des moyens pour l'aider avec ses difficultés? Ou est-ce que c'est Marie-Pierre, qui a la même dyslexie, mais pour toutes sortes de raisons? Par exemple, peut-être que ses parents n'ont pas l'argent nécessaire pour aller chercher un diagnostic, n'a pas accès aussi rapidement à tous les besoins, à tous les moyens nécessaires qui vont l'aider, elle aussi, à surmonter les difficultés. Imaginez-vous aussi des jeunes qui vivent le deuil d'un grand-parent, une peine d'amour, les jeunes qui viennent d'apprendre qu'ils ont une maladie grave, un jeune qui, depuis 3 semaines, entend ses parents s'engueuler toutes les nuits. Bref, est-ce qu'on sait vraiment, à un moment précis, qui est l'élève le plus handicapé dans notre classe? C'est pas un peu ça, vouloir apprivoiser l'imprévisible. La CEA s'appuie sur 3 principes pour nous aider à faire tomber les barrières. Donc, offrir aux élèves plusieurs moyens d'accès à la connaissance.
offrir aux élèves plusieurs moyens d'expression de leurs compétences et offrir aux élèves plusieurs moyens d'engagement. Et par plusieurs moyens, donc, il y a la notion de choix qui vient s'imposer. Les élèves vont devoir faire des choix. Et faire des choix, c'est tout à fait positif pour les élèves. Ça vient développer leur sens des responsabilités, leur autonomie. Les élèves vont savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Et ça va augmenter leur engagement. Parce que permettre à l'élève de faire des choix, c'est un peu lui dire, sais-tu quoi? Tu as un certain contrôle sur ton cheminement scolaire, tu as un certain contrôle sur ton éducation. Le premier moyen, donc, différents moyens d'accès à la connaissance, c'est de s'assurer de présenter de différentes façons ce qu'on va enseigner. Par exemple, pourquoi ne pas rendre les notes de cours disponibles avant le cours, en format imprimé, en format numérique, ou lorsqu'on présente un concept un peu plus difficile, bien, de le dire oralement, de s'appuyer d'une infographie, de s'appuyer d'une courte vidéo. Comme ça, l'élève il va pouvoir choisir ce qui lui plaît le plus. Par plusieurs moyens d'expression, c'est de permettre aux élèves de nous démontrer ce qu'ils sont en mesure de faire, sans que le contenant devienne le principal obstacle. Pourquoi on s'entête à évaluer la compétence à communiquer seulement en installant le jeune devant les autres élèves dans une classe, dans une posture de prestation orale? Pourquoi on ne peut pas évaluer? En fait, on peut évaluer la même compétence par des sous-groupes de discussion, par des débats, par des entrevues, par des vidéos. Quand on parle de plusieurs moyens d'engagement, c'est de susciter la motivation et l'intérêt de l'élève, bref, créer du plaisir à apprendre. J'ouvre une petite parenthèse ici. Saviez-vous qu'au Québec, il y a un référentiel des compétences enseignantes? Le référentiel a été mis à jour en 2020 et on a ajouté une compétence aux 12 qui existaient déjà. C'est soutenir le plaisir d'apprendre. On demande aux enseignants de s'assurer de soutenir le plaisir d'apprendre des élèves. Quand c'est rendu qu'il faut inscrire dans un référentiel qu'il est important d'avoir du plaisir à apprendre, moi, je pense que c'est un droit fondamental qu'on doit avoir de dire « je m'assure que tu viens et que tu vas avoir du plaisir ». Je ferme la parenthèse et je reviens aux différents moyens d'engagement au niveau de la CEA, parce que le principal moyen d'engagement, à mon sens, c'est l'intention pédagogique. L'intention pédagogique, c'est plus qu'un menu de cours. Vous savez, les fameux menus, bienvenue, on corrige le devoir, on fait des exercices, au revoir. Hein, on voit tout ça écrit au tableau. L'intention pédagogique, c'est l'engagement que je prends auprès de l'élève. Je vais te dire pourquoi tu viens passer 1 heure de temps avec moi dans la classe. Donc, je pense que c'est un devoir qu'on a auprès de l'élève qui sache pourquoi il est assis à l'école. Vous, si on vous installe dans une classe, dans une salle pendant 90 minutes, sans savoir ce que ça va vous apporter, est-ce que vous allez être confortable dans la situation? Donc, la CEA, comme approche inclusive, cherche à faire tomber les barrières avec 3 piliers. Plusieurs moyens d'accès à la connaissance, plusieurs moyens d'exprimer sa compétence et plusieurs moyens d'engagement. Mais ça, c'est une responsabilité partagée. L'enseignant a le devoir de mettre en place des environnements qui respectent la diversité en faisant tomber les barrières inutiles. L'élève, lui, par contre, va avoir le devoir d'identifier les clés de sa réussite en explorant différents chemins, tous uniques les uns que les autres, qu'on va mettre à sa disponibilité. En m'entendant comme ça, peut-être qu'on peut croire que la CEA, c'est une grosse surcharge de travail. C'est effectivement plus de travail en planification, mais beaucoup plus de liberté dans l'action pour les enseignants et pour les élèves. Mais qu'est-ce qui a amené que je parte de Montgilles jusqu'aux approches inclusives telles que la CEA auquel on a tout intérêt à s'intéresser? Et moi, je pense sincèrement que Montgilles, depuis l'adolescence, a fait de moi une meilleure personne, a forgé ma personnalité, m'a aidé à surmonter des obstacles et aussi à surmonter les préjugés, les miens comme ceux des autres. Mais je me demande aussi à l'occasion, un autre jeune Christian, avec le même Gilles, mais qui n'a pas la même chance au niveau de son environnement immédiat, une famille plus dysfonctionnelle, pas de motivation scolaire, des difficultés au niveau de ses résultats, une autre personnalité plus discrète ou beaucoup plus explosive. De quoi ce jeune-là a besoin pour maintenir le plaisir d'apprendre au cœur de ses apprentissages?
Mais assurément qu'on le considère comme un jeune unique, avec ses forces et ses défis. Assurément qu'on lui permette de se mettre en valeur. Assurément qu'on lui propose d'explorer différents domaines afin qu'il puisse se valoriser. Est-ce que c'est seulement le rôle de l'école d'avoir une posture inclusive telle que la CEA? Assurément, non. La CEA ne se limite pas à la salle de classe. La variabilité humaine, ça veut dire la différence entre les personnes, ne se limite pas à l'école. La société aurait tout avantage à adopter des solutions inclusives qui sont indispensables à certains, utiles à plusieurs et nuisibles à personne. Moi, mon handicap, il s'appelle Gilles. Vous, il s'appelle comment?